Moussa Sanon, merci d'être l'invité de BBC Afrique, donc à l'occasion de la parution de votre livre sur Blaise Compaoré. Donc Blaise Compaoré, première remarque que vous faites d'ailleurs longuement en ouverture de votre livre, c'est que il était connu comme le monsieur Bons Offices, en effet, médiateur incontournable de toute crise dans l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire et ailleurs dans la région. Alors, on peut se demander comment se fait-il que cet homme qui était relativement inconnu au moment où il a pris le pouvoir, comment est-il devenu cet homme incontournable, relativement connu, respecté dans les milieux internationaux et africains? Et que, enfin, stratège, Blaise Compaoré avait compris que pour améliorer son image, il lui fallait forcément incarner certaines valeurs. C'est ainsi qu'au plan national, l'ex-numéro 1 burkinabé va faire des concessions démocratiques, va prendre différentes mesures en vue de lutter contre la vie chère et le chômage notamment, des réformes qui finissent par convaincre bon nombre de ses compatriotes qu'il était bon, une réputation qui va aller au-delà des frontières du Burkina. Devenu le doyen, en quelque sorte, des chefs d'État ouest-africains en termes de longévité, et après la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, avec ses multiples réseaux, Blaise Compaoré avait enfilé les habits de ce dernier et commence ses premières médiations dans les différentes crises. D'abord, comme vous l'avez dit, au Togo, puis ce sera en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, en Guinée, au Darfour ou encore au Mali. Sauf dans ces derniers pays dont sa mission n'est pas arrivée à son bout. Et du fait de sa chute, Compaoré a toujours réussi à ramener la paix partout où son expertise était sollicitée, faisant ainsi des médiations en Afrique une marque déposée burkinabé et de lui un homme incontournable dans la résolution des crises. Donc on lui reconnaît un succès dans ses opérations de médiation, bien qu'il n'ait pas toujours été impartial. Enfin, on pense évidemment à la Côte d'Ivoire, par exemple, où on l'a accusé d'avoir pris le parti des rebelles. Ouais, d'abord, il faut rappeler aussi que Blaise Compaoré, en plus de détenir les clés des grandes crises régionales, était aussi le pilier de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, un ami donc de la France. Effectivement, avec sa chute, la chute de son pouvoir, on se pose effectivement la question. Et pour moi, la réponse est non, puisque sa démission, c'est la France qui a organisé sa fuite, son exil en Côte d'Ivoire. Je crois que la France a été un ami fidèle parmi les fidèles de Blaise Compaoré. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour lui jusqu'au bout, en lui promettant par exemple un poste à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en lui envoyant même un message à 3 semaines environ de sa chute, l'invitant à renoncer à son projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Cette modification qui aurait lui permis de briguer un autre mandat à la tête du Burkina, mais rassuré par ses succès préalables et sa renommée, et sourd aux appels, Blaise Compaoré avait voulu aller jusqu'au bout de sa logique, mais en face, il avait trouvé plus déterminé, plus fort que lui. Nous allons revenir dans un instant sur ses relations avec la France, mais donc cette marque déposée de M. Bozofis, de médiateur, comme vous le dites, donc ça a été un succès pour lui et pour la région tout entière, ou pas vraiment? Oui, pour lui surtout et pour le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso n'était pas un pays très connu sur la scène internationale. Par ses différentes médiations, Blaise Compaoré a réussi à hisser haut le drapeau national du Burkina, et le Burkina comptait avec Blaise Compaoré parmi les voix à écouter en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Alors, vous écrivez, Moussa Sanon, à un moment, en ce qui concerne la relation avec la France, vous dites on lui passait tout parce qu'on avait besoin d'un allié pour défendre les intérêts de la France. Donc, le rôle de la France dans, disons, le maintien au pouvoir de Compaoré, à votre avis, a été important? Le rôle de la France a vraiment été très important dans le maintien de Blaise Compaoré au pouvoir. Dans son projet de modification de l'article 37 de la Constitution, la modification de l'article aurait lui permis de briguer un autre mandat. La France n'avait pas hissé haut le ton. La France, dans un langage très diplomatique, n'avait pas été très claire avec Blaise Compaoré. Bon, mais on comprenait surtout que c'est parce que c'était un ami à elle, à la France, que la France agissait comme ça. Sinon, en clair, on savait bien que la France n'était pas, d'une certaine façon, pour la modification de cet article. Mais comme elle avait en face un homme qui est son ami, qui a fait beaucoup pour lui, donc c'était un peu difficile pour la France de dire clairement à Blaise Compaoré renonce à la modification de l'article 37.
Donc, oui, on peut dire qu'à ce moment-là, quand il a donc voulu essayer de mettre en place le Sénat, ensuite faire voter un changement de constitution, évoquer déposer d'un référendum, à ce moment-là, on peut penser qu'il a été abandonné par la France et par les grandes puissances qu'il soutenait, peut-être les États-Unis, qui ne souhaitaient pas un maintien au pouvoir au-delà de la Constitution. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Blaise Compaoré a été abandonné par la France, parce qu'on a vu que même après sa chute du pouvoir, c'est la France qui a organisé sa sortie du Burkina. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui montre que la France a soutenu son ami jusqu'au bout. Mais est-ce qu'elle l'aurait soutenu s'il n'y avait pas eu de révolte populaire et s'il était resté au pouvoir, s'il avait réussi à faire changer la Constitution, il aurait toujours bénéficié, à votre avis, du soutien de la France? Peut-être, je dirais même peut-être de toute la communauté internationale, parce qu'en Afrique, on voit que chaque fois qu'il y a des modifications, la communauté internationale s'oppose, mais une fois que la modification est faite, quelques mois plus tard, la communauté internationale pactise avec la personne qui a fait cette modification. Donc je pense clairement que si Blaise Compaoré avait réussi à modifier l'article 37, il serait resté toujours un ami de la France. Je rappelle que notre invité est Moussa Sanon. Moussa Sanon, vous avez écrit ce petit ouvrage fascicule sur Blaise Compaoré ou la fin non glorieuse de Monsieur Bonzoffice. Alors Moussa Sanon, revenons aux événements donc qui ont précipité son départ. Il y a une révolte populaire, c'était en octobre de l'année dernière, un peu plus d'un an, donc une révolte populaire qui est peut-être surpris dans le monde la vivacité de la force de cette révolte, le fait que finalement Blaise Compaoré aurait pu résister, aurait pu faire intervenir, sinon l'armée, en tout cas une partie de la garde présidentielle, et il a décidé de quitter le pays. Ouais, je pense que là, c'est tout à son honneur. Il faut qu'on doit reconnaître ici sa sagesse, parce qu'il aurait pu utiliser cette garde présidentielle pour repousser la population. Peut-être que son action n'allait pas lui permettre de rester, mais dans tous les cas, il allait résister un peu. Mais on voit que en refusant de faire ainsi, Blaise Compaoré s'est montré pour moi en quelque sorte un homme sage. Bon, c'est vrai que la communauté internationale, la Cour pénale internationale, avec la situation qui s'est produite en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo qui est à la CPI, je pense que ça a été aussi une leçon pour Blaise Compaoré de ne pas résister jusqu'au bout en matant la population. Ceci dit, comme vous le dites en fin de votre ouvrage, il s'en va comme il est parti dans le sang. Ouais, on voit qu'il est arrivé en octobre 1987, après un coup d'État où son ami et compagnon a été assassiné. Voilà, il y a 13 personnes qui avaient été assassinées. Et à sa chute également, il y a eu beaucoup de morts. Donc, il s'en va comme il est venu dans les sangs. Alors, il est parti, mais peut-être qu'il avait derrière lui l'idée de revenir d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a eu cette tentative de prise de pouvoir de la garde présidentielle en septembre dernier. Est-ce qu'on peut penser que Compaoré était derrière les éléments de la garde présidentielle, les téléguidait depuis l'étranger ou pas vraiment? Ou est-ce qu'il a mis un trait sur ses ambitions de retour au pouvoir? Difficile en tout cas de répondre à cette question par oui ou non, mais ce qu'on sait et qui est sûr, c'est que le général Gilbert Diendéré, le chef des putschistes, est un bras droit de Blaise Compaoré, son ami fidèle depuis son arrivée au pouvoir en 1987. Il fut d'ailleurs son chef d'état-major particulier jusqu'à son départ. Certains même disent que les deux hommes peuvent communiquer par télépathie. Ce sont des liens solides qui unissent ces deux hommes, et même si Blaise Compaoré n'a pas joué un rôle particulier dans le coup d'État manqué du respect de la garde présidentielle, on peut penser que les putschistes ont bénéficié d'une certaine façon de sa bénédiction. Cela pourrait bien se vérifier avec les écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et Djibril Bassolé, un des accusés du putsch, qui faisait partie d'un dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Guillaume Soro, on le sait, est fan de Blaise Compaoré, qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et Guillaume Soro n'a jamais digéré le départ de son mentor du pouvoir, compte tenu aussi de ce que ce dernier a fait pour lui et tous les rebelles pendant la crise en Côte d'Ivoire.
Alors, il y a les élections qui s'annoncent chez vous, donc à la fin de ce mois de novembre. Moussa Sanon, comment pensez-vous qu'elles vont se passer? Est-ce que ça sera un début du règlement disons, de cette situation instable? Vont-elles marquer un retour à la stabilité, à la vie normale au Burkina? Bon, je pense oui, mais pour cela, il faut que les résultats de ces élections soient acceptés par tous. Vu l'organisation qui entoure ces élections avec les nombreux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, je crois que la fraude est réduite à sa plus simple expression et qu'avec cette donne, chaque parti politique, chaque candidat va se raviser que les résultats annoncés par la commission électorale reflètent réellement la réalité. Le peuple burkinabé aussi, on le sait, c'est un peuple qui sait relever les défis. Un, on a vu avec l'insurrection populaire qui a conduit à la chute de Compaoré. Deux, on a aussi vu avec la résistance qui a conduit à l'échec du coup d'État de la garde présidentielle. Et comme il n'y a pas 203, je pense que ces élections du 29 novembre prochain viendront tout parachever et mettre fin à l'instabilité et au pouvoir de la transition afin que le Burkina reste à jamais une référence en matière de démocratie dans le monde. Alors, il y a eu évidemment ce soulèvement populaire, cette révolte populaire, à deux reprises, donc au moment de la chute de Compaoré, au moment du coup d'État de la garde présidentielle, mais le rôle de l'armée a été important également. Le départ de Compaoré, c'est en partie dû parce qu'il savait que l'armée l'abandonnait, plus ou moins. Oui, il faut dire que l'armée a toujours joué aussi un rôle de premier plan dans la vie politique au Burkina. Depuis 1966 jusqu'en octobre 2014, ce sont des militaires qui ont toujours été au pouvoir au Burkina. Blaise Compaoré, c'était un militaire. Et même après la fuite de Compaoré, le 31 octobre 2014, c'est la population civile elle-même qui a demandé à la Grande Muette de prendre ses responsabilités parce qu'elle restait encore la seule institution organisée et capable de gérer le pouvoir afin d'éviter aussi les chaos. Il a fallu la grogne, le mécontentement de la communauté internationale et d'une partie de la population pour que l'armée puisse passer la main. Mais quelle main? On a vu que le Premier ministre est resté un militaire, c'est lui qui avait d'ailleurs pris le pouvoir au départ de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, je vois mal un pouvoir sûr de ses moyens de diriger ce pays sans l'aval, sans l'acquaintance avec l'armée, parce que les militaires ont aussi pris goût à la politique au Burkina. Donc nous sommes dans une situation au Burkina où l'armée est aux côtés du peuple. Oui, l'armée est aux côtés du peuple. Elle fait en quelque sorte la politique comme le peuple. D'une certaine façon, elle cherche aussi à être au premier plan. Dernière question, Moussa Sanon, une question personnelle. Vous êtes journaliste à la radio-télévision du Burkina. Vous étiez journaliste également à la radio-télévision avant le départ de Compaoré. Alors, est-ce que vous avez noté des changements considérables dans la façon de travailler, dans votre liberté d'action de journaliste et d'expression? Oui, tout à fait. Je dois rappeler que je fais partie d'une certaine façon des victimes collatérales du régime Compaoré pour les prises de position, parce qu'il faut rappeler que avant la modification de l'article 37, la liberté de presse était vraiment surveillée par le pouvoir en place. Et moi, j'avais dénoncé avec d'autres journalistes cette situation, ce qui avait amené le pouvoir à me muter. Donc aujourd'hui, les journalistes peuvent s'exprimer librement, en tout cas plus librement, et exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Ouais. Oui, aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que la liberté de la presse est revenue au Burkina. Les journalistes s'expriment plus librement. On a vu dans les médias publics, les programmes ont beaucoup changé. Il y a des programmes interactifs où la population peut intervenir en direct pour donner sa position sur un certain nombre de questions. Je pense aujourd'hui que beaucoup de choses ont changé et sur le plan des libertés au Burkina. Il ne reste peut-être que les moyens aux médias pour jouer vraiment leur rôle. Merci Moussa Sanon. Je rappelle que vous avez écrit donc cet ouvrage Blaise Compaoré ou la fin non glorieuse de Monsieur Bonzoffice. Moussa Sanon, merci.